Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode sur les blessures de l'âme et on va parler de la blessure de trahison qui est personnellement la blessure dans laquelle je me reconnais le plus. C'est vraiment la blessure qui est liée à un manque de confiance, à des mensonges, à des secrets révélés et qui du coup mène la personne qui souffre de cette blessure à chercher constamment la perfection et le contrôle. Comme d'habitude, on va explorer les origines, le comportement et le processus de guérison de cette blessure. Donc on commence tout de suite. Généralement, la blessure de trahison, elle se développe entre l'âge de 2 et 4 ans parce que c'est à peu près à ce moment-là que l'enfant, il comprend la notion de confiance et de fidélité. Et comme je l'ai dit, c'est une blessure qui vient de promesses non tenues, de mensonges ou de secrets, mais également de comportements contradictoires et même hypocrites de la part des adultes. Par exemple, t'es un enfant, ton père il te promet d'être là à la chorale de fin d'année et en fait il vient pas, mais toi tu le prends comme une trahison. Ou alors, en ce qui concerne les comportements imprévisibles, c'est que quand tes parents ils rentrent chez toi, tu sais jamais s'ils vont être de bonne humeur ou en colère. Voilà un peu pour les origines, mais on va passer directement au comportement. Vous le savez maintenant, face à nos blessures, on développe ce que Lise Bourbeau appelle masque social, c'est-à-dire tous les mécanismes de défense et de protection pour ne plus souffrir. Et dans le cas de la trahison, le masque utilisé est celui du contrôlant. C'est vraiment l'idée de chercher à tout contrôler pour ne plus être déçu, pour ne plus être trahi. Sauf que ce besoin de contrôle, il peut vite virer à l'obsession. Et c'est vraiment des personnes qui n'ont aucune patience, qui ont du mal à déléguer, qui ont beaucoup d'exigences et aucune confiance envers les autres. Par exemple, t'es en couple, tu t'es fait tromper, donc tu t'es fait trahir et avec ton prochain partenaire, tu vas essayer absolument de contrôler tous ses faits et gestes pour être sûr qu'il ne te trompe pas lui aussi. Mais le paradoxe, c'est que le contrôlant essaye de contrôler pour ne plus se faire trahir, sauf que c'est l'inverse qui se passe parce que à force de vouloir toujours tout contrôler, les personnes, elles finissent par faire exactement ce qu'on redoutait. Toujours dans l'exemple de la tromperie, tu veux pas que ton mec aille voir ailleurs, donc tu le fliques, t'es tout le temps dans son dos, et au final, c'est ce qui va le pousser à aller voir ailleurs. Je vous propose donc qu'on analyse point par point le comportement d'une personne contrôlante. Déjà, quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison déteste la lâcheté. Pour lui, ne pas tenir ses engagements, que ce soit vis-à-vis des autres ou de soi-même, c'est inacceptable et ça montre qu'on ne peut pas faire confiance à la personne. Et c'est pour ça qu'il a du mal à lâcher prise et du mal à abandonner ses projets parce que pour lui, c'est un signe d'échec et il se sent tout de suite coupable. En ce qui me concerne, j'ai un gros problème avec le retard, c'est-à-dire que je déteste ne pas arriver à l'heure. Ça me fout un stress monumental si je sais que j'ai juste 1 minute de retard. En fait, pour moi, t'es en retard à partir du moment où t'es à l'heure. Tu dois toujours avoir au moins 2-3 minutes d'avance. Parce que je trouve que c'est un manque de respect. Et tout comme les gens qui sont en retard, surtout ceux qui sont tout le temps en retard, je trouve que c'est un gros manque de considération. Mais le truc, c'est que pour moi, le retard, ça devient une obsession dans le sens où si je n'ai rien à faire de la journée à part aller faire mes courses, donc ça n'engage que moi, si je me dis je vais faire mes courses à 15h, et que j'arrive au magasin à 15h15, je suis pas contente. Et genre, alors qu'on s'en fout, c'est 15 minutes et j'ai rien à faire de ma journée. Mais pour moi, là par exemple, demain je vais faire mes courses, je sais à quelle heure je vais y aller, je sais avec quel bus je vais m'y rendre, parce qu'il faut que ce soit carré. Le deuxième point, c'est que les personnes contrôlantes ont une forte personnalité. C'est des gens qui ont besoin de montrer qu'ils sont forts et courageux et ils ont beaucoup d'ego. Parce que, encore une fois, le fait de se montrer vulnérable, c'est un peu vu comme un signe de faiblesse et donc t'es pas fiable, alors qu'être fort et brave, ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Ils veulent vraiment être admirés pour leur force et c'est des personnes qui se considèrent comme très travailleurs, quitte à s'épuiser, mais ils ont vraiment besoin qu'on puisse s'épauler sur eux et qu'on puisse... qu'on leur fasse remarquer que « Waouh, t'es trop fort !» Encore une fois, parce que quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui est paresseux,
c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Par exemple, moi, depuis que j'ai 18 ans, je travaille à côté de mes études et j'ai déjà pris des jobs où, par exemple, quand j'étais en prépa, tous les week-ends, je travaillais dans une pizzeria. Je me rappelle, je révisais mon vocabulaire d'italien en pliant des serviettes. Quand j'étais en école de commerce, je travaillais 25 heures par semaine à côté de mes études dans un hôtel. Et quand je suis arrivée sur Paris en février, au début, je travaillais chez McDo jusqu'à genre minuit, en plus de mon stage. Et genre, j'adorais qu'on me dise mais t'es trop forte, t'es trop courageuse, bravo, je suis fière de toi, etc. Alors qu'en vrai, ça me rendait pas heureuse et j'avais pas forcément besoin de cet argent, mais j'ai toujours eu besoin de prouver que genre je suis forte et je suis débrouillarde et je suis indépendante. C'est un peu ce truc de se dire si je montre que je tiens le coup, ça veut dire que je vaux quelque chose et que les gens pourront m'admirer et pourront me faire confiance et que moi je peux me faire confiance. Les contrôlants, c'est également des personnes qui prennent beaucoup de place, ils n'ont pas de mal pour s'exprimer en public, etc. Ils n'ont pas de mal non plus à exprimer leurs convictions, même si tout le monde n'est pas d'accord avec eux, mais c'est quand même important pour eux que les gens partagent leur point de vue parce qu'ils pensent que si on est d'accord avec eux, c'est qu'on les aime, c'est qu'on les valide en fait. Et le genre de phrase qu'un contrôlant va utiliser, c'est « Non mais tu vois ce que je veux dire ? Non mais t'es d'accord avec moi ?» Vraiment pour valider ce truc de « On se comprend, on est d'accord, genre on se valide quoi. » Et ça se répercute également dans leur relation amoureuse puisque dans le couple, le contrôlant a besoin de prendre sa place, d'être la figure forte du duo et voilà, de garder une forme de pouvoir en fait. La réputation du contrôlant, c'est également quelque chose de très important pour eux parce que tout ce qui pourrait égratigner, entacher leur image, ils le vivent très mal, ils le vivent comme un affront, comme une remise en question de leurs valeurs. En revanche, ils vont avoir tendance à fuir les confrontations parce que c'est pas des situations dans lesquelles ils ont le contrôle ou qui les mettent en valeur. Et puis, ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais les contrôlants, c'est vraiment très important pour eux que tout le monde sache ce qu'ils ont accompli. Pour eux, c'est encore une fois une preuve de confiance. Par exemple, aux 18 ans de ma sœur, j'avais fait tout le buffet pour, je sais pas combien on était, genre 30-40 personnes. J'avais fait tout le menu, j'avais fait les courses, j'avais cuisiné, ça m'avait pris en tout, je pense, 3, 4, 5 jours. Mais pour moi, ma plus grande récompense, c'était de voir tout le monde me féliciter, me complimenter, me dire « Mais comment t'as fait tout ça ?» Ça pour moi, ça veut dire Ambre, t'es quelqu'un. Et le dernier petit truc qui montre que les contrôlants, ils ont une personnalité affirmée, c'est que généralement, ce sont les leaders, ce sont les chefs. Ils aiment organiser, décider, choisir, parce que avoir le pouvoir, ça veut dire garder le contrôle. Sauf que c'est uniquement au moment où le chef arrête de vouloir tout contrôler ou qu'il lâche un peu prise ou qu'il délègue que ça fait de lui un meilleur chef. Le troisième point, c'est que les personnes qui souffrent de la blessure de trahison, ce sont des personnes qui vont tout le temps anticiper. Le fait de tout planifier et tout organiser dans l'avenir, c'est ce qui lui permet de garder le contrôle en fait et de ne pas être surpris parce que le contrôlant gère très très mal les imprévus puisqu'il n'a pas le contrôle. Un truc tout con, mais moi si tu me dis sois prête à 20h, je vais organiser toute ma journée et toute ma préparation en fonction de cet horaire. Ça veut dire que je serai pas prête à 20h15, je serai pas prête à 19h50, je serai prête à 20h pile. Donc si au final tu me dis à 19h45 qu'il faut y aller, ah bah non, c'est pas possible. Genre c'est pas possible. Si tu me dis un horaire, un endroit, un truc, ça doit rester comme ça. Anticiper, c'est mieux contrôler. Et plus la blessure est forte, plus l'anticipation est importante. Mais sauf qu'à force de vivre dans le futur, t'es totalement déconnecté du moment présent. Et moi, je sais que ça m'arrive plein de fois parce que, en fait, c'est typiquement quand t'es au travail, tu prévois tes vacances et quand t'es en vacances, tu prévois ton retour au travail. Donc tu vis jamais vraiment le moment présent pleinement. Une autre chose qui caractérise les personnes qui souffrent de la blessure de trahison, c'est la peur de l'engagement. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur du désengagement. Si je m'engage auprès de quelqu'un, je n'accepterai pas de me désengager. Pour moi, c'est vraiment pas possible, je me sens énormément coupable, je n'assume pas de me désengager. Par exemple, il y a 2 mois, je devais sortir avec une copine, mais finalement, au dernier moment, je me sentais pas du tout, j'étais pas bien, j'avais mes règles, je faisais que pleurer et tout.
je n'ai pas osé lui dire, genre jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on devait sortir, et que je lui ai dit, mais meuf, hein, j'essaye de te faire comprendre depuis tout à l'heure pour que ce soit toi qui me proposes d'annuler, mais en fait, je préférais que ce soit elle qui annule plutôt que moi. Donc je lui faisais comprendre que j'étais vraiment pas bien pour qu'elle décale, mais en fait elle a pas compris, donc j'étais obligée de lui dire, et je me sentais trop trop mal. Donc des fois, les personnes contrôlantes, elles ont peur de s'engager juste parce qu'elles ont peur de pas pouvoir se désengager ensuite. Un autre truc, c'est que je n'ai jamais été en couple avant, parce que pour moi, le couple, c'est un réel engagement, et si je me mets avec toi, c'est potentiellement pour la vie, et donc je ne me vois pas me mettre en couple avec un mec avec qui je suis pas sûre d'avoir des sentiments, ou que ça ira loin, ou que ça va marcher. Donc, il y a plein d'histoires comme ça que j'ai laissé filer, parce que pour moi, si on est en couple, genre c'est un engagement de fou, et je me vois pas me désengager après. Et puis dans les relations amoureuses, évidemment, t'as peur d'être trahi, donc t'as peur que ce soit l'autre qui ne tienne pas son engagement. Mais bon, ça c'est logique. Un autre point, c'est que les personnes contrôlantes sont extrêmement exigeantes envers elles-mêmes, mais également envers les autres. Typiquement, ça se traduit par un manque de patience, t'arrives pas à déléguer, t'arrives pas à faire confiance aux autres, et t'as toujours des attentes très élevées. Et au final, tu finis toujours déçu. Et en fait, si t'as autant d'attentes, c'est parce que tu veux tester la fiabilité des autres. Tu veux voir si tu peux leur faire confiance. Moi, je sais que j'ai énormément d'exigences et que des fois, j'en demande beaucoup, beaucoup. Parce que déjà, je supporte pas l'imperfection. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais j'ai vraiment ce truc de montre-toi à la hauteur. Je veux que tu me montres que je peux te faire confiance et que tu vas faire les choses bien pour moi. Vous voyez, le mec de Lyon, j'avais énormément d'attentes envers lui parce que moi, j'étais en mode, je prends le train pour aller chez toi, je vais au coiffeur, je vais faire mes ongles pour toi, je modifie mon emploi du temps pour toi, je fais le déplacement, etc. Toi, t'as juste, genre, à réserver un bon resto pour me faire passer une bonne soirée, m'organiser un petit tour de la ville et tout. Et bah même ça, il n'a pas été capable de le faire. Pour moi, c'était un manque de respect, un manque de considération. Mais bon, de toute façon, ce mec, c'est un tocard. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de truc où, dans des travaux de groupe, au lycée, parce que maintenant, je suis plus comme ça. Maintenant, je fais rien dans les travaux de groupe, je suis horrible. Je fais le minimum. Je sais pas, je suis passée d'un extrême à l'autre, mais quand j'étais au lycée et au collège, les travaux de groupe, c'était moi la meneuse, c'était moi qui disais aux gens, vous faites ça, 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 ça. Je m'occupais de 90% du travail, je leur laissais 10%, et dès qu'ils me rendaient leur travail, je repassais derrière, je remodifiais, et en fait, ça les décourageait, donc à la fin, ils ne travaillaient plus, et moi, je me plaignais, j'étais en mode, mais c'est moi qui fais tout le travail. Bah oui, parce que quand c'est les autres qui font le travail, je repassais derrière, donc forcément qu'ils ont plus envie de travailler. Mais moi, je le prenais comme de la trahison. Je me disais, mais ils se moquent de moi, ils en ont rien à faire, ils me prennent pas en considération, alors en réalité, bah, c'est moi qui avais créé cette situation. Un autre truc avec la personne contrôlante, c'est la difficulté à faire confiance et le fait qu'on déteste le mensonge. Moi, il y a plein de situations où c'était pas tant l'acte qui me dérangeait, mais le fait qu'on me les cachait. Genre, ne me mens pas en fait. J'attends pas de toi que tu sois parfait, mais au moins assume. Et vous savez, d'ailleurs, ça a été mon plus grand déclic là. Mon crapaud de janvier, là, ça fait plus d'un mois qu'il est bloqué. Parce que j'ai réalisé qu'il m'avait menti sur plein de choses. En fait, c'est un grand, grand prouveur, vous voyez. Ça veut dire, il travaille dans le foot, etc. Et il disait qu'il était pote avec Mbappé. Un jour, je suis au téléphone avec lui. Il me dit, Ambre, attends, je dois raccrocher. Raphaël Varane, Raphaël Varane, il m'appelle et tout. Et moi, en plus, je suis trop débile, je suis trop naïve. J'y croyais de fou. Parce qu'il était vraiment en place. Pareil, son salaire, à l'écouter, il se faisait 10, 20K par mois. Pas du tout. De temps en temps, il se touche des sommes comme ça, mais c'est pas tous les mois. Et puis voilà, il me disait qu'il voyageait en jet privé et tout. Genre, vous voyez, c'est un gros prouveur, un gros maxeur. Il me disait qu'il était pote avec Squeezie et Mbappé. Non mais, mon Dieu. Et puis, et pareil pour les meufs. Genre, il a géré toutes les plus grandes mannequins du monde alors qu'il ressemble à un grille-pain, quoi. Et puis quand j'ai réalisé que c'était des mensonges, je me suis sentie tellement bête et tellement humiliée. Ah, c'était fini.
Ah, c'était fini. La honte. Et même pour lui, la honte. Je me suis dit, vraiment, la honte. Non, mais franchement, c'était trop la honte. Et j'ai préféré le supprimer parce que la honte. Mais c'est vrai que les personnes contrôlantes ont beaucoup de mal à faire confiance. Mais à l'inverse, elles le prennent aussi très mal qu'on ne leur fasse pas confiance. Du coup, ça peut mener à des situations un peu hypocrites parce que des fois, on a tendance à reprocher aux autres de faire des choses que nous-mêmes on fait. Moi, je sais que ça m'arrive plein de fois, genre, je vais râler qu'une personne mette du temps à me répondre, alors que moi aussi, je mets du temps à répondre des fois. Mais voilà, le mensonge, c'est vraiment la pire chose, c'est le plus gros red flag. Déjà qu'on n'accorde pas notre confiance facilement, alors si en plus tu nous mens, c'est fini. Et le dernier point du comportement d'une personne qui souffre de la blessure de trahison, c'est que c'est quelqu'un de très sensible, mais de pas du tout démonstratif. Parce que si on montre nos émotions, si on montre un peu notre vulnérabilité, mais c'est comme si on laissait leur chance aux autres de prendre le contrôle sur nous et d'avoir plus de pouvoir sur nous. Et pourtant, les personnes contrôlantes, c'est celles qui ressentent les émotions les plus fortes, et notamment l'émotion de colère. C'est des personnes qui peuvent se montrer plutôt agressives ou irritées si ça va pas dans leur sens, ou du moins ressentir voilà, cette agressivité, cette colère. Mais voilà, c'est des personnes qui ne se laissent pas marcher dessus. Et si ça va pas, elles vont le dire, elles vont oser le dire. Et du coup, le contrôlant a du mal à communiquer, notamment sur ses émotions, sur ses besoins, parce qu'il ne sait pas exprimer réellement ce qu'il ressent. Il a peur de se confier parce qu'il craint que la personne retourne ses confidences contre lui. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est genre horrible. Tu te confies à quelqu'un et pendant une dispute, la personne va utiliser tout ce que tu lui as dit contre toi en sachant que c'est tes insécurités et que c'est des choses qui te font mal. Horrible. Et donc voilà, le contrôlant, il a l'impression que ses besoins, ils vont pas être entendus ou compris et qu'il va devoir mentir pour arriver à ses fins, etc. D'ailleurs, il n'hésitera pas à mentir. Sauf que pour lui, ce sera pas un mensonge, ce sera un moyen subtil d'arriver à ses fins, alors qu'en vrai, c'est un mensonge. Enfin, je sais que pendant longtemps, moi, je montrais aucune émotion. Et je voulais vraiment faire la fille froide que rien n'atteint, et ça marchait. Sauf que du coup, quand les gens voulaient me faire réagir, ils devaient me dire des trucs de fou, des trucs qui font hyper mal, des trucs genre... fallait aller vraiment loin pour m'atteindre, alors que ça me touchait dès le début. Mais je montrais rien, donc les gens allaient toujours plus loin pour que je réagisse, sauf que je réagissais jamais. Mais au fond, y a plein de choses qu'on m'a dit comme ça qui m'ont détruite, enfin vraiment, parce que j'ai voulu faire la meuf forte. Mais aujourd'hui, je suis dans l'autre extrême, c'est-à-dire que je pleure tout le temps. Je laisse exprimer toutes mes émotions. Voilà, si je suis heureuse, je crie. Si je suis triste, je chiale. J'en ai plus rien à faire. Et franchement, ça fait du bien de lâcher prise sur ces émotions. Ok, maintenant, on passe à ma partie préférée, le corps physique. Selon Lise Bourbeau, il y a un lien entre l'aspect physique de quelqu'un et ses blessures émotionnelles. Et dans le cas de quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison, le corps exhibe la force et le pouvoir. L'homme contrôlant a de bonnes épaules, plus larges que les hanches. Chez la femme contrôlante, la force se concentre au niveau des fesses, des hanches, du ventre et des cuisses. La culotte de cheval chez les femmes fait partie de cette blessure. Et généralement, son bas du corps est plus large que ses épaules. Plus la personne a un corps en forme de poire et plus la blessure est importante. Généralement, c'est des personnes qui ont juste quelques kilos en trop parce que ça leur permet de prendre plus de place. Le regard est intense et séducteur parce que le contrôlant voit rapidement ce qui se passe autour de lui et il utilise son regard pour garder l'autre à distance. Poitrine bombée et favorise les vêtements flamboyants. Voilà un peu la description, je suis peut-être un petit peu dedans, mais j'ai pas de culotte de cheval et je suis pas en poire. Mais c'est vrai que vous voyez, j'ai toujours eu 3 petits kilos, toujours un peu en trop, je trouve. Mais c'est des kilos de muscles. En fait, vous voyez, je suis pas grosse, je suis pas flasque, mais enfin, maintenant j'ai perdu du poids, mais genre je suis là, quoi. J'ai un corps, on m'a toujours dit que j'ai un corps sportif. Donc voilà, pour bien montrer ma musculature, quoi. Bon, maintenant que vous avez compris cette blessure, je vais vous expliquer, enfin du moins vous donner quelques pistes
pour la guérir. Première étape, bien sûr, c'est la prise de conscience. Il faut que tu admettes que tu as été trahi et que ça t'a fait mal. Et c'est ok. Repense à la première fois où tu te souviens d'une trahison, où ton monde s'est écroulé, ou alors voilà des choses où tu t'es senti vraiment trahi, on t'a menti, on t'a tourné le dos, on t'a caché quelque chose, on t'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, et ça a eu vraiment un impact sur toi. Voilà, rappelle-toi de tout ça, analyse et pardonne pour passer à autre chose. Le deuxième conseil, ça va être évidemment d'exprimer ses émotions. Être fort, ça veut pas dire ne rien ressentir. Au contraire, je pense que les personnes fortes, c'est celles qui assument leur vulnérabilité des fois. N'hésite pas à parler de tes émotions dans ton journal intime, à un psy, à une amie, ça ne te rendra pas plus faible, ça te rendra simplement plus humain. Et un conseil primordial, ça va être de s'accepter en étant vulnérable. Sois doux envers toi-même et envers les autres. T'as pas besoin de jouer au dur tout le temps. Tout le monde n'est pas là pour te faire du mal. Fais de tes faiblesses une force. On a tous un passé, on a tous vécu des choses difficiles. À toi de voir si tu veux en faire une force ou une faiblesse. Et puis, ose déléguer, prends des risques, fais confiance aux autres. Au pire, si c'est un échec, si la personne te trahit, dis-toi juste que tu n'as pas donné ta confiance à la bonne personne. Mais peut-être que la prochaine personne, ce sera la bonne. Et si c'est pas la bonne, ça ne t'enlève rien à toi. Ok, sur le coup, ça fait du mal, mais c'est la personne qui a tout perdu. Toi, ta valeur, ta force, ce que tu es, ton authenticité, ça n'est pas impacté par les actions des autres. Et le dernier conseil, ça va être de lâcher prise. Tolère l'incertitude, l'imperfection, sois moins exigeant envers les autres et envers toi-même. La vie est courte, la vie est belle, ok? C'est pas grave si ça se passe pas exactement comme tu veux. Il faut que tu apprennes à faire face aux imprévus. Il faut que tu laisses assez de place dans tes agendas pour ce que tu n'avais pas prévu, justement. Tu ne pourras jamais contrôler le futur, tu ne pourras jamais tout anticiper parce qu'il y a tellement de choses imprévisibles qui nous arrivent que voilà, faut juste prendre les choses comme elles viennent. Des fois, ça se passe pas comme tu voulais, t'es un peu frustré, t'es un peu énervé, mais si tu rumines sur ça, tu vas pas avancer. Tu vois, des fois, t'as plus le contrôle, t'as plus le pouvoir. Donc, soit tu restes planté sur place, soit tu trouves une solution et tu rebondis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à venir me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur WordPress. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. Bisous!